sur cette tribune. Permettez-moi de vous accueillir au nom de François Bonidier, maire de Metz, pour vous souhaiter la bienvenue. Votre présence nombreuse démontre l'intérêt que vous portez au sujet. Nous sommes encore dans des délais pour présenter tous nos vœux de santé surtout, bonheur et de réussite dans l'ensemble des activités. C'est un sujet effectivement très intéressant et je pense qu'il vous apportera des réponses sans doute aux questions que vous allez vous poser. Mais surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce genre de sujet est toujours un peu fantasmique. Pour beaucoup, c'est plein de préjugés. Et je suis content de voir que vous avez en face de vous des autorités. Bon, il en manque quelques-unes, mais ça, c'est le hasard des organisateurs et qui font que vous n'avez pas le panel total du paysage de la franc-maçonnerie française, puisque l'une des principales obédiences est absente, puisque, sauf erreur de ma part, d'après ce qu'on m'a dit, le grand maître de l'ordre en France et dans les îles, quelque part, mais je ne doute pas que les paroles qui vont vous être données seront sans doute à même de répondre à vos interrogations. Voilà. Parfait. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous prie d'excuser parce que je ne pourrais pas rester à la conférence, parce que j'ai d'autres obligations, mais je tenais néanmoins à être présent à l'instant pour ouvrir ces travaux et pour vous dire que nous vous souhaitons une excellente soirée et que la ville de Metz est toujours ravie de vous accueillir. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Maître Vance. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais taire mes vœux pour tous et chacun. Je suis Claudie Malone, c'est moi qui vais animer la soirée ce soir. Et dans un premier temps, nous allons demander au président de Georges Poivrin de nous présenter l'association. Et puis nous lancerons le débat avec les trois grands maîtres. Et puis une fois lancé, eh bien, la parole sera à la salle. À toi. Chers grands maîtres, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour 2024. Je vais faire très court. Tout d'abord, je veux remercier le maire de Metz et son conseil municipal de nous héberger dans les fabuleux locaux du grand salon de l'hôtel de ville. Remercier les grands maîtres qui ont réussi à être disponibles pour un événement comme rare et particulier. C'est pas tous les jours qu'en province, à Metz en particulier, il y a trois grands maîtres réunis autour de la même table. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé de mémoire, c'est en 2017, et c'était déjà Georges Poivrin qui l'avait organisé. Je voulais aussi remercier les bénévoles de l'association Georges Poivrin, parce que pour une soirée comme celle-ci, il y a presque un an de travail. Merci à eux pour tout le travail qui a été mené en amont. Puis j'en profite aussi pour lancer un appel. Si vous voulez nous aider à donner un coup de main à Georges Poivrin, à faire connaître la franc-maçonnerie, à lever les préjugés, parce que c'est ça notre objectif à Georges Poivrin, c'est faire parler de la franc-maçonnerie par des francs-maçons, c'est rencontrer le public et pouvoir échanger sur les idées reçues, les préjugés qui circulent essentiellement dans les médias. On n'y voit rien de particulier parce qu'il y a tout un tas de mystères intéressants à découvrir. C'est toute une école de pensée qui est à vivre intimement. Mais il y a tout un tas de choses qui se disent à notre sujet ou sur nos activités qui méritent d'être discutées avec les confrères. En tout cas, je réitère mes remerciements au public de s'être déplacé, aux grands maîtres qui ont fait le chemin jusque Metz, à mes collègues bénévoles. Et puis, je lance un appel solennel. Venez nous donner un coup de main, venez adhérer à Georges Poivrin. Il y a tout un tas de choses intéressantes. On a notre trésorière, Gabi, qui est à l'entrée de la salle, qui a des bulletins d'adhésion si vous le souhaitez. Je voulais aussi vous dire que comment on fait pour parler de franc-maçonnerie
et des profanes, eh bien, on organise des grands rendez-vous. C'est le grand rendez-vous annuel qu'on fait chaque année. On organise aussi trimestriellement des cafés maçonniques à Metz, mais pas seulement. Il n'y a pas si longtemps, on était à Saint-Avold. Et le café maçonnique, c'est une autre manière de parler de notre franc-maçonnerie. Les thèmes qu'on peut aborder, c'est par exemple, qu'est-ce qu'un rituel, qu'est-ce que font les maçons en loge, de quoi on parle, comment on procède, comment on entre en maçonnerie. C'est les grands rendez-vous et les cafés maçonniques, c'est aussi une occasion de pouvoir entrer en contact avec des maçons et essayer de le devenir. On a un site internet sur lequel vous pouvez voir les discussions qui ont déjà eu lieu, mais aussi prendre des informations, et notamment notre calendrier. J'en profite aussi pour vous rappeler, pour vous informer surtout, que le 12 avril prochain, on sera à Metz au Café de Marronnier pour le prochain Café maçonnique. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne soirée parce que je suis certain qu'elle sera excellente. Et on se retrouve après le grand rendez-vous. Je vous remercie. Merci Stéphane de ces informations. Donc, merci aux trois grands maîtres de se plier à ce jeu aussi. Et merci à tous. Je vais leur passer la parole dans quelques minutes pour que chacun se présente. Je n'ai si bien servi que par soi-même. J'ajoute également que nous avons l'habitude, donc comme Stéphane le disait, d'avoir des intervenants une fois par an dans les grands salons de l'hôtel de ville. Et merci à la mairie de nous accueillir ici. Et nous avons déjà eu une philosophe, historien, qui ont débattu sur la façon de voir le monde au travers de leurs yeux. Donc ce soir, c'est au travers de la maçonnerie. Et je vais donc passer la parole à chacun en tour de rôle pour nous présenter donc qui ils sont, et puis leur obédience, et puis je lancerai le débat à la suite de cette présentation. Merci à vous. Bonjour, bonne année à tous, puisqu'on peut encore se souhaiter les vœux. Ce que l'on veut vous souhaiter, enfin ce que notre obédience souhaite, c'est surtout une année de lumière, de paix et de sérénité. Alors je suis Catherine Letet, je suis la grande maîtresse de la grande. J'ai été élue en 2021 pour un mandat qui va s'achever au mois de mai cette année. La Grande Loge féminine de France, plus fort. La Grande Loge féminine de France compte environ 13 000 membres. C'est une obédience exclusivement féminine qui a des femmes qui viennent de tout horizon, de toute culture, et nous sommes la première obédience féminine mondiale. Notre obédience est implantée partout sur le territoire français, mais aussi dans les dom-toms, les pommes, et aussi beaucoup en Afrique, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, je voudrais avoir une pensée tout à fait fraternelle pour nos sœurs qui sont à Jérusalem, à Tel Aviv et au Liban. Ce n'est pas facile pour elles, mais elles continuent leur chemin malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Voilà ce que je peux dire en première présentation. Merci Catherine Letet. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord remercier la mairie et le conseil municipal donc, de nous accueillir dans ce beau salon. Et également remercier l'association Georges Poirel pour avoir organisé cette rencontre avec tous et toutes. Je me présente Thierry Zanneroni. J'ai 62 ans et j'ai été initié à Marseille à la respectable loge Stella Maris en 1987. Je dois vous dire que le parcours, je vais poser quelques mots sur mon parcours parce qu'il est important de montrer qu'on peut être un autodidacte et arriver, je dirais, aux plus hautes fonctions d'une obédience. J'ai un cursus professionnel qui m'a mené à rentrer très tôt par la Marine nationale, au bataillon de marine de Marseille, où j'ai fait 40 années. Trois strates importantes
qui m'a permis de me construire. La première, bien sûr, c'est l'éducation que j'ai reçue par mes parents. Mes parents, et bien sûr, toute la partie scolaire. Puis ensuite, je suis rentré à l'âge de 20 ans à la Marine nationale, donc au bataillon, avec des mots extrêmement forts, comme le triptyque liberté, égalité, fraternité, et puis aussi honneur, valeur, participation. Et quelques temps après, à l'âge de 22 ans, j'ai pu rencontrer quelqu'un sur mon chemin qui m'a pas de maçonnerie et j'ai été initié à l'âge de 24 ans. Et là aussi, j'ai retrouvé des valeurs que je vais commencer à développer, d'une part lors de mon éducation, ensuite en rentrant au sein des armées, et que j'ai pu ensuite, bien entendu, développer avec cette maçonnerie que j'ai découverte. Et donc, initié en 1984 à la respectable loge Stella Maris à Marseille, je suis toujours membre de cette respectable loge, et au fil des années, bien sûr, j'ai eu l'occasion de prendre différentes fonctions. Et j'évoquerai avec vous un petit peu après les spécificités de cette obédience, qui est une obédience donc uniquement masculine, et qui comprend donc 31 000 membres pour 670 loges réparties sur l'Hexagone et également réparties sur une grande partie donc, du monde. Merci Thierry Zabelli. Donc c'est bienvenue, la troisième obédience, pardon. Oui, donc Sylvain Zemini, j'ai 59 ans encore pour quelques mois. Je le dis parce que j'ai toujours peur de passer des dizaines. Donc j'ai été élu grand maître national de la Fédération française des droits humains au mois d'août dernier. Donc, le droit humain est la première obédience mixte au monde, puisque nous avons été créés en 1893. Donc il faut le rappeler. Ce qu'à l'époque était effectivement une innovation, puisque les femmes ne pouvaient être initiées dans beaucoup d'obédiences. Et donc le droit humain a été la première obédience qui a mis dans les mêmes locaux les hommes et les femmes. Et donc les sœurs et les frères. Donc c'est très intéressant, nous avons une grande expérience de la mixité. Et c'est sans doute ce qui fait notre originalité. Puis nous sommes aussi un ordre international. Parce que moi je ne suis que grand maître de la Fédération française, qui compte donc 15 000 membres, mais nous sommes présents sur toute la surface de la Terre, bien entendu, 60 de pays, sous des formes diverses, soit avec des grosses structures, soit avec des loges, simplement. Et donc nous sommes 15 000 membres en France, à peu près, et un peu plus de 30 000 au niveau mondial, ce qui fait qu'effectivement c'est aussi une diversité de cultures au sein d'un même ordre en maçonnie, qui est un ordre international, et encore une fois, donc la Fédération française, même si elle est la plus nombreuse, évidemment, elle est historiquement aussi importante. Voilà. Donc, un petit peu ce que je voulais dire sur le droit humain, et sur moi, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai été initié en l'an 2000, j'avais 36 ans, vous voyez que 24 ans plus tard, voilà, je suis toujours là. Merci Sylvain Zemini. Bien, nous voyons que nous avons 3 représentants divers. Obédience masculine, obédience féminine, obédience mixte. Et lancer la première question pour que nous parlions un petit peu le même langage, qu'on sache de quoi nous parlons. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est pour vous la franc-maçonnerie? Je suis sûre qu'il y a pas combien de personnes, tout le monde, chacun aura une représentation différente. Donc nous allons parler le même nom, et chacun avec votre diversité et vos ressemblances, eh bien, qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie pour vous? Alors, si j'ai bien compris, je vais commencer. Je vais commencer par dire surtout ce que ça n'est pas. Nous ne sommes pas une association ordinaire, parce que tout s'appuie chez nous sur une démarche initiatique. Nous ne sommes pas une secte, parce que chez nous, il est beaucoup plus facile de quitter l'obédience que de pouvoir y rentrer. Nous ne sommes pas une école de pensée unique, parce qu'avant tout, nous sommes une école de questionnement perpétuel. Alors maintenant, je vais essayer de tracer un premier plan. Pour moi, la franc-maçonnerie est une philosophie, sans dogmatisme,
dogmatisme qui garantit la liberté de conscience. Nous sommes avant tout un bastion de liberté. Nous sommes, nous, au sein de la Grande Loge féminine de France, des femmes capables de nous remettre en question, prêtes à évoluer, et des femmes vivant dans leur temps. Notre réflexion s'élabore, se construit, s'affine dans des travaux collectifs au sein des loges, ça s'appelle comme ça, c'est le lieu où nous nous réunissons, et dans l'intimité de notre quête personnelle. Nourris d'une réflexion collective, nous pouvons nous engager individuellement sur les chantiers de la société, car notre engagement impose des devoirs. Notre recherche se situe en dehors et au-delà de l'horizon politique et religieux. Nous sommes une école de questionnement perpétuel, un chemin de vie. Et la franc-maçonnerie rompt avec l'injonction de vitesse. Dans un premier temps, je pourrais rajouter après. Merci Catherine Thierry Saveroni. Je vais intervenir sur la question. Donc, vous dire que la Grande Loge de France laisse à chacun sa totale liberté de conscience religieuse et citoyenne, respectant toutes les sensibilités et de formes de pensée philosophiques, morales, spirituelles et religieuses. Les controverses politiques ou religieuses n'ont pas leur place dans les travaux en tenue, afin de préserver la volonté de l'institution d'être un centre d'union entre les hommes. Alors, c'est quoi l'engagement? L'engagement donc maçonnique. Il est fait, en fait, on vous invite à travailler en son sein. Il y a différentes commissions, des commissions de droits de l'homme, citoyens, des commissions obédientielles, des commissions du monde qui nous entoure, pour parfois élaborer, et souvent, des propositions adressées aux autorités de la République. Au titre d'exemple, les frères de la Grande France ont travaillé à l'élaboration de différents textes touchant aux relations entre l'éthique et pratiques médicales, fin de vie, dignité humaine. C'est ce que nous avons travaillé cette année sur la question à l'étude des loges, sur la fin de vie. Et parmi eux, nous avons eu un grand maître, Pierre Simon, qui fut le cofondateur en 1958 du mouvement français pour le planning familial. Et ce gynécologue avait également travaillé auprès de Simone Veil et de Lucien Neuwirth à l'évolution des lois dans le domaine de la contraception. Les fondements sont des fondements d'humanisme, de spiritualité et de tradition. Elle est essentiellement une démarche initiatique et l'homme est au cœur de cette démarche. La démarche est également spirituelle. Spirituelle, c'est qu'il y a le trait relation avec l'esprit, dans le sens où le rite que nous pratiquons est le rite écossais ancien et accepté, et qui propose donc à l'homme en recherche une démarche donc qui le transcende et voire qui le dépasse. C'est une démarche de tradition, car la Grande Loge de France se réfère à l'immémoriale tradition de l'ordre creusé, autant que dans le réceptacle de recherches anciennes telles que l'hermétisme, l'alchimie, la cabale et la gnose. Certaines ont disparu, d'autres seulement mises en sommeil, et donc des valeurs de progression qui doivent permettre à l'homme de dépasser sa condition initiale. Je serai enclin à vous dire, et je reprendrai un petit peu le temps qui est employé, la Grande France est une forme d'école, entre guillemets, non pas de la pensée, mais une école à penser par soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse aux questions posées. Par contre, nous donnons à nos membres des éléments, des symboles qui vont leur permettre de se construire eux-mêmes et de pouvoir apporter leur propre réflexion et leur propre réponse sur les questionnements qu'ils se posent. Voilà les grandes lignes qui sont proposées. Tout ça, pour finir, loin de l'invective quotidienne, où on peut observer que dans les différents hémicycles, plus personne ne s'écoute, et que l'intérêt d'être dans une loge maçonnique, c'est qu'il y a un rituel pour s'exprimer, pour prendre la parole, qui permet, bien entendu, d'être à l'écoute de l'autre
Et même si je ne suis pas en phase avec ce qui est dit, il y a le respect de la parole de l'autre et le respect également de la diversité. Merci Thierry Saverny. Sylvain Zini. Alors, l'avantage de passer en dernier, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, cela étant, en fait, la démarche maçonnique, c'est quoi? C'est de s'intéresser aux questions de la vie d'abord. La vie, la mort, la justice, ce qu'on peut imaginer comme question un petit peu. Alors, il y a des tas de lieux pour traiter de ces questions, y compris les églises, les à côté qui sonnent. Simplement, la démarche maçonnique, c'est quelque chose de progressif, initiatique. Et l'initiatique, ça veut dire simplement que vous allez être introduit dans une loge et vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas les mêmes à vous. Donc la première chose, c'est la méthode, le respect d'autrui. C'est aussi pour cela que nos réunions ne sont pas secrètes, mais que l'on ne peut pas y assister lorsque l'on est profane. Pourquoi? Bien parce que vous avez des gens de la société qui viennent de partout et qui n'ont pas vraiment envie d'être sous les feux, parce que quand vous êtes sous les feux, vous êtes en représentation. Donc le premier but d'une tenue maçonnique, c'est aussi de sortir de ce monde de la représentation. C'est pas toujours facile, mais c'est sortir de ce monde de la représentation, savoir s'écouter, échanger sur des questions qui sont des questions fondamentales de la vie. Et c'est une démarche progressive qui est faite sur la base de réflexions qui ont pour base des mythes. Pourquoi des mythes? Tout simplement parce que nous savons que nos histoires sont des mythes. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais nous, on en a bien conscience. Mais ces mythes, ces histoires, ben c'est un peu comme des contes de fées, ça sert à nous former. Ça sert à appréhender les grandes questions de la vie. Et ça, c'est très très important, parce que c'est sur ces mythes que vous allez former ou forger une opinion qui va sans cesse évoluer, en vous frottant aux autres. Donc c'est d'abord une démarche de construction de soi-même. C'est une démarche parmi d'autres. Il y en a d'autres. Et c'est une démarche qui est intéressante. La deuxième chose, effectivement, eh bien, le droit humain a parié dès le départ sur une approche de la mixité, c'est-à-dire confronter des hommes et des femmes. Ça n'était pas du tout évident il y a 130 ans, ça l'est devenu un peu plus. Et cela ne veut pas dire que nous reproduisons les inégalités de la société entre les hommes et les femmes. Ici, la mixité, ce n'est pas des hommes et des femmes qui font ensemble, c'est pas un homme plus une femme. La mixité, c'est apprendre à penser ensemble. C'est pas avoir des regards masculins contre des regards féminins, c'est apprendre à penser ensemble. Et c'est difficile d'apprendre à penser ensemble, parce que justement, lorsque l'on est dans la société, on pense souvent séparément comme un homme, comme une femme. Et puis on arrive en loge, et là on se confronte à l'autre, on arrive à avoir une pensée commune. Alors, cette construction, elle n'est pas facile, mais c'est une construction qu'on a entamée il y a 130 ans, donc on commence à avoir un peu d'expérience. Et nous avons eu des grands maîtres qui sont des sœurs, des grands maîtres qui sont des frères, et partout dans nos loges, on a une égalité parfaite d'accès aux fonctions. Donc, ici, on apprend à vraiment réfléchir ensemble. Donc la maçonnerie, c'est effectivement ça, c'est une démarche initiative. On n'est pas un club politique. Par contre, on ne se dégage pas de la politique, c'est-à-dire qu'effectivement, on réfléchit sur la société. Mais on y réfléchit justement en dehors, dans un cadre qui est tout à fait neutre au principe, et qui nous permet de confronter des points de vue, confronter des idées, sans jamais faire de la politique politicienne. C'est ça aussi l'intérêt des choses, et c'est bien entendu pour ça que les maçons aussi sont intéressés par ce qui se passe dans la société et y participent. Ils y participent en tant que maçons, mais les obédients ne sont pas à prendre de position extérieure, même si quelquefois nous sommes amenés à en prendre, parce qu'il y a de grandes injustices dans le monde et qu'il faut évidemment bien réagir. Nous sommes des humanistes. Merci. Là, je vais rebondir sur le terme humaniste parce que c'est un peu ce qui vous transcende tous les trois. On retrouve des choses tout à fait, des éléments tout à fait communs. J'ai noté liberté, engagement. J'ai noté aussi progression, évolution de chacun ensemble, soit ensemble féminin, soit ensemble masculin, soit ensemble
mixte. Et puis j'ai noté aussi liberté de, pas seulement liberté, mais liberté de croyance. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais l'intérêt c'est de le faire, d'avoir ce débat ensemble. Et puis, démarche initiatique, on reviendra peut-être dessus, ça a été un peu explicité, mais je pense que ça sera nécessaire de revenir. Et avant de passer la parole à la salle, j'aimerais encore une toute petite question, parce qu'avec tout ça c'est bien beau, mais pourquoi aujourd'hui, dans cette société aussi, ces sociétés aussi violentes, où il y a beaucoup de démarches, mais aussi de fausses informations, etc. Un monde un peu perturbé. Pourquoi le titre de notre conférence ce soir, pourquoi être franc-maçon aujourd'hui? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus ou pas, comme disait Sylvain Zénig, elle est aussi en face. Il y a d'autres endroits où on peut réfléchir. Donc pourquoi? Voilà la question. Alors je vais continuer de commencer. Je pense qu'avant tout, nous ne souhaitons pas avoir une démarche dogmatique. Donc, c'est une formidable école de liberté, de pouvoir apprendre à penser par soi-même, développer cet esprit critique. N'oublions pas que nous sommes issus du siècle des Lumières. Et au moment où l'obscurantisme de certains semble vouloir de nouveau essayer de parasiter, phagocyter nos démocraties, je pense que justement, c'est un endroit où on travaille, alors ce qu'on appelle entre nous, c'est-à-dire à couvert, au calme, on n'a pas d'injonction du temps, on prend le temps de pouvoir échanger, et effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, dans un rituel de prise de parole qui n'a absolument rien à voir avec tous les débats que l'on peut voir à la télévision ou sur tous les réseaux, où le principal est de faire du buzz et non pas d'écouter l'autre. Merci Catherine. Sylvain Zénig ou Thierry Zaveroni? On va continuer dans l'ordre. On peut perturber l'ordre, on peut transgresser. Oui, mais de l'ordre, déjà, il faut faire la démarche. C'est-à-dire que je serai inclin à vous dire qu'on n'a rien à vendre. Et ça, c'est important. Et quand on fait des démarches, on fait des démarches dans un ordre initiatique. Ce n'est pas un club, ce n'est pas un club de boue, ce n'est pas un club de foot, et j'ai un profond respect et pour les coups et pour le foot. Mais on fait une démarche parce que globalement, on arrive peut-être à un âge où, sur le plan professionnel et familial, on est stabilisé et on se pose quelques questions. Ça a été précisé et je voudrais forcer le trait. La maçonnerie n'est pas la seule institution à proposer un cadre, mais elle propose un cadre. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il manque dans cette société quelques repères. Sur le plan de la scolarité, les repères sont pour certains difficiles à trouver. Sur le plan de quand on est un jeune adulte aussi. Et ces structures-là peuvent accompagner quelqu'un qui souhaite essayer de se construire un petit peu différemment. Et il y a quelque chose d'exceptionnel dans nos obédiences, dans nos loges, c'est que c'est intergénérationnel. Intergénérationnel. Et que lorsque vous avez passé les différentes étapes, on évoquera le sujet tout souvent dans la soirée, pour faire une candidature, le soir on vous êtes initié, vous allez avoir des inconnus que vous appelez frères, des inconnus qui vont vous faire l'accolade, des inconnus qui vont être à vos côtés et vous accompagner. Et la démarche, pour vous, une nouvelle vie, une forme de vie très particulière, parce que ce rituel qui vous est proposé, forme de mort du vieil homme, il y a une forme de renaissance à, et puis ce rituel, qui est le cahier des charges du rite,
et en fonction des rites dans lesquels on travaille, va vous proposer une histoire, une légende, et vous allez vivre cette légende. Et on va vous proposer tout au long de votre parcours et cheminement initiatique des outils dits symboliques, qui sont des outils que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, et qui vont vous permettre, grâce à ces outils, à ces symboles, de pouvoir vous modifier légèrement. Alors bien sûr, on va pas vous transformer, c'est pas non plus le but, mais par contre, on parle, la métaphore de la pierre brute pour essayer de tailler un peu mieux sa pierre, et d'essayer d'insérer sa propre pierre dans l'édifice d'un temple, qui est un temple inachevé, puisque nos temples, nous travaillons, en tout cas dans le de France, sous la voûte étoilée, donc il y a toujours, bien sûr, à Et donc, pour finir, cette démarche, elle vous marque. Elle ne vous marque pas dès le départ, elle vous marque à l'initiation, mais elle vous marque ensuite dans le temps. Parce que vous ne vous voyez pas vous modifier, changer, ce sont les autres qui aperçoivent, qui observent une forme de changement dans votre comportement. Et ça a été indiqué. D'abord, pendant les premières années, vous faites une démarche, vous êtes invité à conserver le silence, donc une rééducation au niveau de l'écoute. Et puis, ensuite, une posture pour s'exprimer, qui va nous inviter à juger nos passions, et puis essayer de prendre la parole en construisant un propos autour d'une thématique qui est développée. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, dans le respect de la diversité qui constitue l'égrégore d'une loge. Et je répète, parce que pour moi c'est très important, c'est une école, entre guillemets, une école non pas de la pensée, mais une école à penser par soi-même. C'est-à-dire se réapproprier son libre arbitre, se réapproprier, je dirais, sa propre liberté de penser, qui aujourd'hui peut ou fait défaut, peut-être dans le pays. Alors, pourquoi rentrer en franc-maçonnerie? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres raisons pour réfléchir sur le sens de la vie, sur ce qu'on fait. Mais d'abord, pourquoi rentrer? Bien d'abord, pas par curiosité. Si on y entre par curiosité, on n'y découvrira pas grand-chose et on sera déçu. Par contre, on y rentre parce qu'on s'interroge. Parce que finalement, on a peut-être épuisé toutes les autres voies qui sont plus dogmatiques. Parce que lorsque vous rentrez en maçonnerie, aucune vérité ne vous est imposée, puisque le but, justement, c'est une démarche de recherche personnelle, une recherche qui s'effectue par la confrontation avec les autres, par la recherche du dialogue avec les autres. Et vous allez vous construire progressivement. Donc, on vous donne un cadre, qui est un cadre rituel, une méthode. Et c'est à vous de vous l'approprier pour construire, pour essayer d'évoluer. Donc, si vous venez par curiosité, vous serez forcément déçu. En revanche, si vous venez avec une interrogation, et il n'y a pas d'âge, on peut rentrer à 20 ans, on peut rentrer à 60 ans. Commencer à s'interroger sur la vie à 60 ans, c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, effectivement, on peut effectivement s'interroger beaucoup plus jeune. Et donc, c'est un peu se construire. Construire par la contemplation, construire aussi par le fait que, comme il n'y a pas de dogme, on est toujours en recherche. Il n'y a pas de réponse. Et quand on croit avoir trouvé une réponse, c'est qu'en général, on ne l'a pas trouvée. Donc, c'est toujours une société qui vous permet aussi, par ses particularités, de vous sortir d'un monde. Mais en même temps, qu'il y a les mêmes particularités que ce monde. Aujourd'hui, on est dans le supermarché des croyances, des spiritualités. On fête aussi bien laïque que Noël, et ça nous perturbe pas. Et puis on mélange tout, et on fait sa petite soupe personnelle de croyances et de spiritualité. La maçonnerie, c'est la même chose finalement. Ça s'appuie sur des mythes, sur des légendes et sur des traditions. On a parlé de la Kabbale tout à l'heure, on pourrait parler des Templiers, on pourrait parler de tout un tas de choses. Évidemment, tout cela est pris très au sérieux, mais quand même, ce sont des mythes. Et ces mythes, ils vous aident à vous extraire d'une situation particulière. Parce qu'avec le mythe, vous touchez à quelque chose qui est universel. Tous les peuples ont des mythes qui racontent des histoires absolument violentes, destructrices, mais aussi des histoires d'amour,
de fraternité, de construction d'un monde. Et la maçonnerie, c'est pareil, finalement. Et dans sa démarche, c'est une quête de spiritualité où on va chercher dans différentes traditions, mais non pas pour en faire un dogme, mais pour trouver des points d'appui à sa propre réflexion. C'est quoi un monde juste? Alors on pourrait philosopher pendant des heures, mais peut-être qu'en vous appuyant sur des mythes, sur des histoires, vous allez vous réinterroger sur vos propres limites et sur la construction. Donc la maçonnerie, ça sert d'abord à faire des maçons, pas à autre chose. Et ces maçons, ils vont agir dans le monde, parce qu'effectivement, ils se sont modifiés. Et là aussi, c'est aussi l'important de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que si on ne le fait que pour soi-même, que pour s'améliorer soi-même, c'est très bien. On a amélioré cette de soi. Mais c'est un peu égoïste. Donc il faut aussi améliorer le monde et ressortir dans le monde et essayer effectivement de l'améliorer. Voilà un petit peu le sens de la démarche. C'est vraiment une méthode, c'est une méthode progressive, c'est une méthode de recherche où à un moment donné, vous allez vous appuyer sur des mythes, sur des légendes, sur des contes, pour essayer de réfléchir à ces problèmes fondamentaux avec d'autres. C'est ça cette démarche, et pourquoi il faut être franc-maçon au XXIe siècle. Je vais dire, c'est peut-être le seul endroit aujourd'hui où on vous accueille sans vous demander trop ce que vous pensez, quelle est votre religion, etc. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'évoluer ensemble. C'est aussi d'évoluer dans un monde un peu clos. Il n'y a pas de bruit humain dans une loge. Ou alors, quand il est là, c'est l'impression de la loge. Donc, il faut absolument, effectivement, se retirer du monde, un petit peu. Il faut s'y aller. Et c'est surtout, je l'ai dit, des démarche progressive. Donc, ça demande du temps. Du temps à chaque instant de votre vie, puis du temps sur la longueur. Si vous mettez 3 mois, ça ne va pas vous changer. Par contre, effectivement, ça prend le temps, la patience, etc. Dans une société qui bouge vite, on vous demande toujours des réponses. Savoir si vous pensez d'Alain Delon, de Gérard Depardieu, etc. tous les jours. Et là, vous allez quand même approfondir quelque chose de plus fort sur la nature humaine, et vous allez sortir de ces injonctions où on pose de faux débats dans la société. Vous allez essayer justement de prendre du recul et de la hauteur. C'est pas aussi évident dans un monde où on est en permanence sous l'information, etc., etc. Donc je n'ai pas besoin d'insister, mais la franc-maçonnerie, c'est aussi ça. Donc voilà, merci. Pour être franc-maçon aujourd'hui, se retirer un peu du monde, être dans un endroit où on se respecte, où on s'écoute, d'après ce que j'ai compris, où on a une recherche de soi-même, où on s'interroge ensemble, et une démarche un peu différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres démarches philosophiques, religieuses ou autres. J'ai bien retenu aussi une démarche avec une méthode qui permet de s'extraire un peu du monde, du bruit du monde. Bien, eh bien on a lancé le débat, on sait un peu mieux de quoi on parle. Et bien maintenant, la parole est à vous. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Oui. Alors on va prendre 2 ou 3 questions. Bonsoir. Est-ce que le fait de devenir franc-maçon rend les gens meilleurs, globalement? Et comment le résultat de leur réflexion permet d'améliorer le monde? Est-ce que ça rend meilleur? Une autre question? Je suis sûre qu'il y en a plein. Ils sont là pour répondre. Alors. Ah, tout au fond, Stéphane, tout au bout. Bonsoir à tous. Oui, on vous entend, allez-y. Je voulais savoir comment se fait le choix de compétences. Vous avez dit qu'il était difficile de rentrer dans la franc-maçonnerie. Selon vous, quels sont les prérequis? Éventuellement,
Merci. Alors, une question en commune. Oui, madame? Je voulais vous demander quelle est votre indépendance quand vous essayez de faire changer les choses. Comment vous gérez votre indépendance? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un peu trois questions un peu différentes, mais dont certaines se retrouvent. Je prends. Est-ce que la franc-maçonnerie rend meilleur, et puis du coup, rend meilleur le monde? Est-ce que dans ce qu'on fait en franc-maçonnerie, on peut être indépendant? Je crois qu'il y a une chose qui nous disait on travaille aussi, on remet nos travaux aux autorités, si j'ai bien compris. Et puis finalement, la question qui souvent arrive en fond, comment on fait pour rentrer? Et puis, comment on choisit une obédience? Alors, je ne sais pas si... Vous n'êtes pas obligé de tous les trois, mais c'est en fonction de votre affinité. Est-ce que la franc-maçonnerie rend meilleur? Alors, on peut l'espérer. On peut l'espérer. Je ne sais pas si ça va satisfaire monsieur. Non, mais effectivement, en principe, la franc-maçonnerie rend meilleur. Il y a effectivement, vous allez vous améliorer par la réflexion, par la pensée, et vous allez sans doute acquérir beaucoup plus de tolérance que vous n'en aviez en temps. Cela dit, comme oui, la presse en parle, il y a aussi des maçons royaux. Et on peut se demander comment ils sont entrés, et puis si la maçonnerie les a réellement changés. Mais, j'allais dire, c'est comme dans tous les milieux. Donc, effectivement, ça rend meilleur si on a bien compris la démarche, on s'y intéresse, et effectivement, on a une démarche continue, ça peut oublier. Quant à rendre meilleur le monde, effectivement, là, c'est un gros travail. On n'a pas fini de le rendre meilleur, mais effectivement, et ça revient aussi à la troisième question, les autorités publiques, quelquefois, nous demandent nos travaux, nous vous invitent même pour discuter avec elles. Ça nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on pourrait se dire, ils ne sont pas très indépendants, mais en fait, on ne travaille pas sur la commande politique. On travaille sur des questions d'intérêt qui nous semblent aller dans le sens du bien pour l'humanité. Et donc, effectivement, nos commissions de travail, notamment sur les domaines de la bioéthique, par exemple, ça, je crois que dans toutes les obédiences, ça existe, sur l'Europe. Donc, on travaille sur beaucoup de sujets, en fait. Alors, est-ce qu'on arrive toujours à faire passer des messages? Alors, oui, mais j'allais dire quand le monde y est prêt, parce qu'on parlait du docteur Simon, effectivement, il est arrivé à un moment où le monde était prêt. Et puis, est-ce que le monde est prêt pour la fin de vie aujourd'hui? Sans doute. Mais tous ces débats, ça fait quand même quelques années que nous en discutons dans nos obédiences. Et puis, on ne sait pas si la ministre reste en place, si le projet continuera, etc. Ça, c'est de la politique. En tout cas, nous avons effectivement beaucoup travaillé sur ces sujets et nous ferons pression pour que ces sujets arrivent sur la table enfin, parce que ce sont des sujets d'humanité, de simple humanité. Quant au choix de l'obédience, je répondrai qu'il y a-t-il des prérequis? Non, sauf un seul, l'intérêt pour une démarche réellement initiatique et progressive. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur le long terme, à réfléchir en commun avec d'autres, à vous interroger, ou est-ce que c'est simplement la curiosité? Ensuite, le choix de l'obédience, les obédiences sont toutes différentes. J'ai à mes côtés deux grands maîtres d'obédience de nos gens. Je ne dis pas que c'est meilleur. Chacun a ses traditions, chacun a sa voix. Et effectivement, ils nous expliqueront pourquoi ils préfèrent travailler entre hommes ou entre femmes. Moi, j'ai choisi la mixité d'emblée, parce que ça me semblait bien, et parce que j'avais aussi un esprit très profane en me disant que c'était très bête d'oublier la beauté de l'humanité. Et puis, je suis allé chez une amie, au New York, et je me suis dit, ça va être très bien aussi. Donc, peut-être, effectivement, on y rentre avec des préjugés, en se disant que c'était l'obédience, ça me semble être un peu plus symbolique, d'autres qui sont plus sociétaux, etc. En fait, les obédiences n'ont pas tant de différences que cela, mais effectivement, il y a quand même des différences marquantes en termes de rite, en termes effectivement
de composition. Et c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Le paysage maçonnique, si on prend toutes les petites obédiences en compte, je ne sais plus combien il y en a, on doit arriver à 300 obédiences, quelque chose comme ça. Donc, 300 obédiences. oui, donc, oui, enfin, il y en a qui n'ont d'obédience que le nom, mais c'est 3 personnes autour qui aiment bien avoir des comportements et des responsabilités. Mais cela étant, vous avez le choix, 300 obédiences, hein, ça ne manque pas. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant. Est-ce que Thierry, vous avez retenu quelques questions, il y a ajouté des choses? Oui, alors je vais commencer par la question. L'État français est intéressé par la réflexion qui peut être menée dans les loges symboliques. Quand vous avez entre 30 et 50 membres qui réfléchissent sur un sujet, l'État est intéressé de récupérer un petit peu le fruit de cette réflexion. Je prends pour la Grande Loge de France, ma première année de grande maîtrise, j'ai souhaité proposer aux femmes de la Grande Loge de France de travailler sur le sujet de la fin de vie. Alors, dans le monde profane, la fin de vie, elle est traitée déjà par les scientifiques, elle est traitée par les juristes. Et j'ai proposé aux Frères de la Grande Loge de France, puisque nous sommes une obédience de tradition, de spiritualité agnomatique, d'humanisme, de fraternité. J'ai demandé aux 31 000 membres de travailler sur la fin de vie, mais sur l'aspect de l'éthique, sur l'aspect, je dirais, spirituel, la spiritualité. Et je les ai invités à réfléchir pour que nous puissions être, en tout cas, apporter un éclairage sur la réflexion. Et l'idée, c'était aussi de ne pas laisser au fond d'un tiroir cette réflexion, mais de proposer un livre blanc, donc, aux autorités. Et nous avons, donc, au mois de décembre, rédigé un livre blanc qui s'appelle « La fin de vie pour un humanisme engagé ». Ce livre blanc a été remis aux autorités, au président de la République, à la Première ministre, au ministre de la Santé, à l'ensemble des sénateurs et des députés. C'est un éclairage qui est apporté par 31 000 membres sur cette réflexion, surtout notamment sur faut-il faire évoluer la loi Claes-Simonetti sur cette fin de vie. Donc ça, le politique nous sollicite. Nous avons été auditionnés donc à l'Assemblée nationale et nous avons donc apporté les uns et les autres l'éclairage en fonction, je dirais, de l'ADN de l'obédience. Deuxièmement, le choix de l'obédience. La question est cruciale et je vais compléter la réponse. En fait, il est difficile de faire un choix quand on est profane, on ne connaît pas. Le personnage clé, c'est le parrain ou la marraine. C'est la personne qui va vous pressentir, qui souhaite vous coopter. Par définition, le parrain ou la marraine vous connaît vos sensibilités. Si vous avez des sensibilités plutôt de personnes qui êtes impliquées dans le monde profane, très actives dans le monde politique, peut-être vaut mieux vous orienter vers une obédience libérale, dite libérale. Vous êtes croyant en un Dieu révélé, vaut mieux vous orienter vers une obédience qui va demander aux futurs membres de croire à un Dieu révélé. Et puis, on va vous dire aussi, peut-être qu'il y a d'autres obédiences qui proposent autre chose, une spiritualité adogmatique. Mais ensuite, c'est aussi le choix d'être dans une obédience masculine, dans une obédience féminine ou dans une obédience mixte. C'est-à-dire que, déjà, vous voyez qu'on va déjà pouvoir flécher, si je puis dire, la candidature. Par définition, si on est profondément honnête, on ne va pas forcément flécher le cherchant, je préfère dire le cherchant que profane, vers son obédience. On va plutôt la flécher vers l'obédience qui va le mieux correspondre à ses attentes. Une fois que, globalement, on a cerné le choix du candidat, eh bien, on va la présenter à ce qu'on appelle un président d'une loge, donc un vénéral maître ou une maîtresse, en tout cas vénéral maître pour la Loge de France, et il va y avoir un premier entretien, qui va se faire avec ce président. Et ensuite, le président
va demander à ce candidat de formuler une demande de candidature. Cette demande sera communiquée en loge et il y aura un premier tour de scrutin. La demande donc est votée favorablement et le président va donc déclencher 3 enquêteurs ou enquêtrices. Et ces 3 enquêteurs vont prendre attache avec le candidat ou la candidate. Et on va essayer de rencontrer ce candidat, si possible, une fois dans son milieu familial, une fois dans son milieu professionnel et une fois dans un lieu quelconque. Et on va essayer, ces échanges vont permettre de rédiger un compte-rendu qui sera lu donc quelques semaines après. Le soir où on va convoquer le candidat, c'est ce qu'on appelle le passage sous le bandeau. Ces 3 enquêtes vont être lues en loge. Et il va y avoir un deuxième tour de scrutin pour savoir si on va écouter le candidat sous ce fameux bandeau. En règle générale, puisqu'on l'a invité, autant l'écouter. Et on va recevoir ce candidat avec un bandeau sur les yeux. Ce bandeau lui permet d'abord, de se concentrer sur les questions qui lui seront posées, et 2, surtout de garder l'anonymat par rapport aux maçons qui sont présentes dans l'assistance. Et là, les questions seront du même ordre que les questions posées par les enquêteurs, mais bien souvent, on essaie de faire préciser au candidat certaines questions où on n'a pas tout saisi, où on veut aller un peu plus loin auprès du candidat. En général, l'entretien dure une vingtaine de minutes. Le candidat est reconduit, et ensuite il y a un 3e tour de scrutin pour savoir si le candidat donc, est retenu ou s'il est ajourné. On peut avoir des candidats qui sont ajournés parce que tout simplement où les réponses qui ont été formulées ne correspondaient pas aux attentes ou à l'ADN de la loge, ou peut-être bien souvent aussi parce que le candidat ne correspondait pas peut-être à l'image qu'on s'était fait par rapport aux enquêtes. Mais en général, les candidats sont retenus. Et une fois que ce vote est passé, on va envoyer un courrier au candidat pour l'informer qu'il est convoqué pour être initié tel jour à telle heure, et il se présente donc au temple où l'initiation aura lieu. Mais il peut y avoir aussi, et c'est très fréquent aujourd'hui, d'avoir des candidatures qui sont dites des candidatures spontanées. Ce sont des candidats ou des candidates qui vont écrire directement aux obédiences donc sur leur site en précisant qu'ils sont intéressés et qu'ils souhaiteraient être contactés. Et dans ce cas-là, dans chaque obédience, il y a bien entendu des frères ou des sœurs qui sont donc amenés à contacter donc le candidat pour ensuite prendre attache avec lui et l'orienter vers une loge symbolique. Et enfin, oui, nous sommes totalement indépendants. On n'est pas sous l'emprise de quiconque. Nous sommes sollicités. Il n'y a pas d'obligation de répondre à la sollicitation, mais nous sommes totalement indépendants. Donc, et je vais finir par ce qu'a rappelé Sylvain. Attention, ce n'est pas le monde de oui-oui. Nous avons un pourcentage de membres qui sont à l'image des membres qui font des pas de côté dans la société. On espère en avoir un peu moins que dans la société. Quelques-uns passent à travers des filtres, si je puis dire, ou dans le temps, malheureusement, font quelques pas de côté. Et il y a ce qu'on appelle la justice maçonnique, en tout cas en Grande-France, qui permet de sanctionner un frère qui n'aurait pas respecté ses engagements. Et dans ce cas-là, bien entendu, on serait amené, bien sûr, à se séparer de ce frère. Donc attention, on ne rentre pas non plus dans un monde idéal, il faut le savoir, mais globalement, je dirais, l'ensemble des membres qui appartiennent dans une obédience sont là pour travailler ensemble, travailler sur soi en premier, et travailler, bien sûr, au travers du groupe qui compose la loge. Merci Thierry Zavernier. Je crois qu'on a eu tout le détail de la démarche. Je ne sais pas si la personne
voulais aller jusque-là, mais au moins maintenant on sait, et c'est à peu près la même chose chez les uns, chez les autres. Je crois que le détail est bien. Catherine Noté, si vous voulez rajouter des choses sur. Pour rebondir sur certaines choses, Oui. moi je dis toujours qu'on n'est pas, quand on rentre en franc-maçonnerie, on ne rentre pas au pays du bisounours. Il y a quelque chose que je dis toujours aux profanes que je rencontre, c'est qu'on peut être déçu par une maçonne ou un maçon, mais jamais par la démarche, par la méthode maçonnique. Ça, nous avons une méthode qui ne nous déçoit pas si nous apprenons bien à l'appliquer. Et puis pour rebondir aussi, bien évidemment, si vous ne connaissez pas de maçon, vous pouvez tout à fait rentrer en franc-maçonnerie. Maintenant, comme tout le monde, on a des sites, on fait des conférences, on fait des émissions de radio, ce qui vous permet de voir un peu quel est le panel de ce que vous pouvez avoir comme possibilité, parce que quel est le prérequis? Le prérequis, c'est vraiment que vous soyez en quête. Alors, on ne sait pas toujours. On sait qu'on recherche quelque chose à un moment de sa vie, mais on ne sait pas vraiment comment l'exprimer. Et bien justement, de pouvoir rencontrer par les différentes étapes qui vous ont été expliquées au départ, de rencontrer le président d'une loge ou la présidente de loge et 3 autres membres de cette loge, vous permet d'affiner votre demande. Et ce que nous devons, nous, maçons et maçonnes, c'est de cerner là où vous allez être le mieux. Parce que ça ne sert à rien de vous faire rentrer si vous n'êtes pas bien. C'est de vous faire frapper au bon endroit pour vous et pour nous. On a toujours 2 questions à se poser. Qu'est-ce que vous allez nous apporter et qu'est-ce que nous allons vous apporter? Et ça, c'est comme ça qu'il faut que l'on puisse répondre à vos attentes. Après, on parlait d'indépendance. Ben déjà, on est totalement indépendant parce qu'on ne reçoit aucune subvention. Hein. Donc ça, c'est une chose. Au niveau des politiques, nous sommes reconnus comme grande famille de pensée. Alors effectivement, on est interpellé, mais on est interpellé et pour notre part, pour la Grande Loge féminine de France, quand il faut que l'on donne, qu'on réponde à ces interpellations, c'est toujours par le prisme du triptyque liberté, égalité, fraternité. Et à partir de ces triptyques-là, on peut effectivement, sans jamais donner une opinion réelle, dire, ben voilà, par exemple, dans le cas, si on dit pour la fin de vie, ben la liberté, faire une loi ne retire rien à l'autre et permet peut-être certaines choses. Vous nous avez demandé aussi, est-ce qu'il y avait des communications entre nos obédiences? Ben, la preuve, nous sommes là tous les 3. Nous nous réunissons régulièrement avec les grands maîtres des grandes obédiences françaises, les plus grandes. Et puis quand nos valeurs sont attaquées, et ben, comme vous avez pu voir, pour la marche contre l'antisémitisme, nous étions présents et nous avons marché ensemble. Quand nos valeurs sont attaquées, quand des gens sont assassinés, nous sommes dehors parce que là, il y a des valeurs que nous devons toujours défendre, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité. Comment travaillons-nous pour pouvoir répondre aux politiques? Nous avons des commissions et des commissions qui travaillent depuis des années sur certains sujets. Là, tout ce qui est sujet éthique en Grande Loge féminine de France, les commissions ont plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc c'est des sujets et que l'on porte à couvert, c'est-à-dire même si le sujet n'est pas dans les tuyaux, on y réfléchit. En ce moment, on réfléchit énormément, bien sûr, à tout ce qui est écologie, environnement, et c'est extrêmement important. Merci, je crois que nos intervenants ont répondu de façon développée sur les 3 questions, que je suis sûre qu'il y en a encore. Et si là-bas, Bonsoir, j'ai 2 questions en fait, si vous m'autorisez. Est-ce qu'un franc-maçon a une obligation de résultat? Et deuxièmement, on a l'habitude d'opposer la franc-maçonnerie à la théologie. Qu'en est-il? Merci. Question double mais précise. Autre question? Bonsoir.
voulais juste savoir s'il y avait une réelle différence entre l'école à penser et ce qu'on appelle les think tanks, sauf qu'il faut être un peu diplômé de communication pour un think tank, je crois. Et j'ai un tout petit peu de mal avec la notion de quête. J'ai l'impression que c'est ouvert à des gens qui se cherchent, pas seulement aux gens qui cherchent. Merci. Et encore devant, je crois qu'il y a une question. Michel. Oui, oui. Alors, bonjour. C'est une question, j'aurais vu un complément d'information, mais je le ferai plus tard. Parce que je suis aussi franc-maçonne, mais chez Watar, je pense que vous connaissez, où le recrutement est complètement différent de chez vous. Donc, s'il y en a qui veulent des précisions, je pourrais les donner. Je voulais savoir, est-ce que... est-ce que les petites obédiences comme Watar ou tout ça, vous les mêlez aussi dans les recherches pour, par exemple, des comptes rendus pour l'État ou des choses comme ça, par rapport à des sujets comme ça, sachant que nous, on est plus symbolique, on est très dans l'étude de symboles par rapport à vos loges où il y a des questions sociétales. Voilà. Merci. Donc, nous avons 4 questions. Qui est-ce qui veut commencer à répondre? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Justement, moi je vais prendre cette... L'obligation de résultat, elle est par rapport de soi-même. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, on se rend... Alors, bien sûr, on n'arrive pas toujours à voir que l'on a progressé, mais comme justement toute notre démarche se fait par progression, à chaque fois que vous passez une étape, vous faites un petit retour en arrière et vous vous rendez compte que cette méthode, elle a infusé en vous et que justement, il y a des choses qui ont changé. Croyez-moi, vous pouvez voir dans une assemblée un maçon qui est là parce que sa façon d'écouter, la façon de prendre la parole sans couper la parole est très très différente. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprend. Donc l'obligation de résultat, ben, c'est par rapport à soi-même uniquement. Je pense qu'il n'y a absolument pas d'autre chose. Et puis, la quête, ben, c'est la quête. J'ai employé le terme quête, effectivement. C'est qu'à un moment, on est en recherche, on est en quête, une quête par rapport à soi-même, c'est de se dire, mais je suis ici, mais qu'est-ce que je viens faire ici, dans cet univers? Quelle est ma place? Où se trouve ma place? Et puis pour répondre à la question sur le Watar, ben, chaque obédience travaille sur les sujets qui les intéressent. Donc nous, en tant que Grande Loge Féminine de France, nous avons, je dirais, 2 jambes. Une jambe totalement dans une recherche de spiritualité, mais l'autre jambe aussi, c'est de se voir ce qui se passe dans le monde et d'avoir ce regard sur la société. Merci. Juste, Catherine Noté, si vous pouvez préciser pour l'Assemblée le Watar, parce que tout le monde ne sait pas. C'est l'organisme traditionnel de l'art royal. Est-ce que c'est... Voilà, c'est l'acronyme. Oui, oui, je savais que c'était un acronyme. Pour répondre aussi au Watar, bah, vous voyez, on nous demandait s'il y avait de la coopération. Le Watar a fêté son 50e anniversaire à Marseille, dans les locaux de la Grande Loge de France, et le doyen y participera. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune concurrence. Voilà. Donc, effectivement, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 300 obédiences. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a des petites et des grandes. Parce que pour moi, le Watar, même s'ils ont moins de monde que chez nous, ça fait partie d'une obédience, c'est une obédience. Alors, comment reconnaître les vraies et les fausses? Ben, déjà, quand on promet d'être riche, puissant et célèbre, il vaut mieux pas y aller. Et vous êtes sûr qu'il y a une arnaque. Et ça ne veut pas dire parce que vous avez des obédiences qui ont 300, 400 ans, on en connaît. Ce sont plutôt des obédiences de recherche, je pense à celle de Roger Lachey. Bon, ce sont des petites obédiences, ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas aux sœurs ou aux frères qui participent beaucoup de choses. Ce n'est pas le nombre qui fait, c'est la qualité du travail et l'engagement des maçons, des francs-maçons et des francs-maçons qui en sont membres. Ensuite, il y a, comme dans tous les milieux, des arnaques. Vous avez des
des arnaques aux fausses églises, vous avez des arnaques, je vais dire, voilà. Donc effectivement, il faut aussi se méfier de temps en temps de ce qui est proposé et des voies qui sont proposées et bien regarder. Je voulais également aussi préciser, parce que tout à l'heure ça m'a été dit, mais on a le droit de se tromper, on a le droit de sortir de la franc-maçonnerie, mais on a aussi le droit de changer d'obédience. Parce qu'au bout d'un certain temps, en visitant d'autres obédiences, etc., bien, on s'aperçoit que ça nous correspond mieux. Et donc, la quête n'est jamais terminée. Alors, évidemment, égoïstement, j'espère que les miens vont rester chez moi, mais il arrive. Et c'est très bien. Pourquoi? Bien parce que lorsque l'on arrive au bout d'une étape, et si on veut prolonger effectivement sa réflexion, quelquefois, il faut aussi savoir changer. Alors, sur sur la théologie. Alors, sur la théologie, la grande différence entre la franc-maçonnerie et la théologie, c'est la science de Dieu, si je ne me trompe pas en traduction. Donc, ça veut dire que vous êtes à l'intérieur d'une doctrine, quelle que soit votre religion. Et ce que vous allez finalement étudier, c'est peut-être avec des méthodes scientifiques, des textes sacrés, que vous considérez comme sacrés, et vous allez les discuter et rediscuter, etc. Et vous restez toujours dans le cadre des principes qui vous ont été donnés au départ. C'est-à-dire que vous restez chrétien si vous êtes chrétien. Le fait d'étudier les textes, peut-être de ne plus les prendre à la lettre, d'essayer de progresser dans une vision, de faire progresser vos idées, c'est une chose. Mais vous restez effectivement dans un cadre qui vous a été donné au départ. La franc-maçonnerie, elle ne vous donne pas le cadre, elle vous donne une méthode. C'est une grande différence. C'est-à-dire que vous êtes en recherche, et pour répondre à la dernière question sur être en recherche ou se chercher, oui, c'est vrai, il y a une différence. Et c'est à nous aussi de la faire. On a des femmes ou des cherchants qui se cherchent et qui confondent franc-maçonnerie et psychanalyse. Et on en a beaucoup qui arrivent en disant, mais moi j'ai eu des problèmes sentimentaux, je viens de divorcer, donc je suis très perturbé, et en fait je m'aperçois que ma vie, j'aimerais lui trouver un sens, alors je veux rentrer en franc-maçonnerie. Ou alors je suis à la retraite, je cherche à m'occuper. Ça, c'est effectivement non, parce qu'il vaut mieux orienter le profane vers ce qui lui convient. Quand c'est une psychanalyse, il faut lui dire, non, nous, on n'est pas de la psychanalyse, on n'est pas un cercle philosophique. Il y a des catholiques, on peut très bien y aller, mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, là aussi, je reviens à ce qu'a dit tout à l'heure. Bien entendu, on oriente vers les obédiences, mais aussi, il faut dire aux profanes qui frappent à la porte du temple, comme on dit chez nous, vous n'allez pas trouver en franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience que vous cherchez. Par contre, c'est très bien d'être en recherche, de se chercher à un moment donné. Mais vous n'êtes pas finalement dans une démarche qui serait intéressante à la fois pour nous et pour vous. Mais peut-être que l'on se trompe aussi, ça peut arriver. Donc on n'est pas infaillible. Mais il y a effectivement des cas où des profanes frappent à la porte du temple et pour des raisons qui ne sont pas du tout des bonnes. Donc il faut aussi savoir leur dire qu'effectivement, c'est pas ça que vous pourrez trouver chez nous. Par exemple, vous n'aurez pas de réflexion théologique, même si vous êtes dans une obédience qui exige la croyance en Dieu, ce qui est déjà, pour moi, problématique. Mais, puisque par essence, c'est assez dogmatique. Donc, vous ne réfléchirez pas sur les questions religieuses. Par contre, effectivement, on va s'appuyer sur des textes qui sont issus de la Bible, d'autres livres qu'on peut trouver sacrés. Mais on ne les prend pas comme des lois révélées, on les prend comme des histoires qui nous enseignent quelque chose ou qui nous aident à réfléchir. C'est totalement différent. Donc on va essayer de s'appuyer sur des textes, comme on pourrait s'appuyer sur des contes de fées, peu importe, et qui nous apportent quelque chose. Merci de ces précisions. Encore des questions? Oui? Michel. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous parlez. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voulais rebondir par rapport. Donc, vous avez quand même des contacts avec le pouvoir, puisque vous remettez des documents, par exemple, pour
l'euthanasie. Moi, je suis médecin. Pourquoi est-ce que le pouvoir ne mandate pas des médecins pour l'euthanasie? Bon, l'euthanasie a déjà été discutée en Belgique. Et donc, pourquoi est-ce que quelle est cette relation? Pourquoi c'est ça que j'aimerais comprendre un petit peu, cette relation que vous avez avec l'État, et pourquoi pas, par exemple, l'État n'écouterait pas des médecins là-dessus, ou des États aussi. Pourquoi vous et pas... Je prends encore une question. Je crois avoir entendu tout à l'heure que c'était à côté d'autres scientifiques, experts, médecins, etc. Ça a été dit tout à l'heure, à côté. Encore une question, on va lui reposer. Là. Ah, pardon, monsieur, encore rien. Allez-y. Vous faites état d'un certain nombre de valeurs, donc spécifiques à la franc-maçonnerie, liberté, égalité, fraternité, tolérance, etc. Alors, vous avez fait état aussi, je me pose la question, vous avez répondu qu'il y a une justice aussi interne. Vous pouvez parler, parce que il faut que... Ça n'entend pas. Au fond... Mais il y a une justice, interne qui peut exclure, je ne sais pas, entre guillemets, certainement. Alors par rapport à ces valeurs que vous avez énoncées, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des valeurs universelles ou spécifiques? Parce que vous avez énoncé des valeurs liberté, égalité, fraternité, laïcité, on retrouve la culture française. Hein. Et je voulais poser la question de l'interculturalité, c'est-à-dire des loges étrangères. Quels sont les rapports entre la loge, par exemple, les loges françaises, avec leur culture, et les loges d'autres pays, d'autres nations, avec une culture qui peut être différentes. Enfin, c'est des échos que j'ai pu avoir. Je ne sais pas comment s'articule cette transculturalité ou cette interculturalité. Encore une question là-bas. Là, je crois que j'avais entendu une obédience qui était internationale. Là, le monsieur, là-bas, là-bas. Vous avez évoqué la question de l'euthanasie et j'aurais voulu savoir si, suivant les obédiences, il y avait des points de vue divergents sur ce type de questions. Est-ce qu'il y avait des débats entre les obédiences? Voilà. Merci. Donc, première question qui revenait sur l'aspect d'indépendance. J'entendais dans la question de madame, on a l'impression qu'il y a un rapport direct entre les obédiences et le pouvoir. J'avais cru entendre tout à l'heure que c'était autre chose que celle avec les experts. Et puis, cette valeur universelle, je crois que là, Sylvain Denis parlait d'international. Et ce qui revient aussi sur l'euthanasie, est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'il y a des différences entre vous? Je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre les questions. Je vais commencer pour essayer de répondre à madame. Quand nous sommes interrogés par les pouvoirs publics, nous sommes interrogés comme grande famille de pensée. Quand il y a des projets de loi ou des propositions de loi, toutes les commissions au sein des deux chambres interroge bien sûr toutes les parties. Quand on prend la convention citoyenne qui a eu lieu organisée par le Conseil économique, social, environnemental, cette convention citoyenne, elle a entendu des médecins, les chiropracteurs, toutes les professions paramédicales, tous les cultes, les grandes familles de pensée, les philosophes. Il y a eu vraiment toute cette... On n'a pas une ligne directe. On ne prend pas notre téléphone et on n'appelle pas le président de la République en disant « il faudrait qu'on puisse venir ». Non, on est sollicité.
mais au titre de grandes familles de pensée, comme l'État sollicite pour certains autres les cultes. Rien de plus. Nous n'avons pas une ligne directe. Hein, ça, voilà. Et puis, je pense que les valeurs que nous défendons, liberté, égalité, fraternité et laïcité, ce sont surtout les valeurs des Lumières, avant que ce soit des valeurs, je dirais, comme on peut dire, de la République. C'était bien avant et c'est les valeurs des Lumières. Alors, je vais répondre. Alors, je n'ai rien à rajouter de plus sur l'aspect politique, puisqu'effectivement, nous répondons au pouvoir public lorsqu'ils souhaitent nous interroger, et ils ne nous interrogent pas toujours. Depuis que je suis au Conseil national du lendemain, j'ai dû aller à 3 ou 4 réunions avec les pouvoirs publics. Ce n'est pas grand-chose. Sur l'exclusion, alors oui, nous avons une justice maçonnique. Enfin, on n'aime pas appeler ça justice maçonnique, en fait, on ne fait pas la justice. Mais on surveille le moment, soit pour des fautes en interne, et les gens dans la pièce. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, oui, ça arrive. Donc effectivement, quand on les prend la main dans le sac, d'abord on leur demande de rembourser. On leur demande surtout d'évacuer nos locaux. Et puis il y a des sœurs, des frères. Malheureusement, dans la société, se conduisent mal. Donc quand on en est averti, bien entendu, on attend la décision de justice définitive. On ne peut pas exclure quelqu'un comme ça, simplement parce qu'il est accusé. Donc on va le suspendre dans un premier temps, on va lui interdire de revenir en loge, et puis le jour où il y a un jugement définitif, eh bien, on l'exclut si ce jugement définitif, effectivement, donne un résultat très négatif pour le frère ou la sœur qui est mort. Donc ça, c'est la démarche. Pour l'aspect interculturalité, et là, effectivement, j'ai été sollicité pour répondre, il se trouve que je fais partie d'une obédience internationale et que nous avons une réunion tous les 5 ans de toutes les fédérations et loges du monde entier. Ben là, croyez-moi, l'interculturalité, on la voit. Chez les anglo-saxons, on parle du bien-être. On a un texte qui s'appelle une constitution internationale. Et ça fait des années que les anglo-saxons veulent nous faire parler de bien-être, alors que nous, on a le mot bonheur. Ben, c'est pas un combat, c'est un combat philosophique. Et puis, si vous connaissez certaines fédérations, il y en a qui sont assez réticentes, par exemple, sur l'avortement. Notamment en Amérique latine. Culture, voilà. Si vous les entendiez, vous seriez surpris par rapport au monde humain. Et puis, on a certaines fédérations qui sont très déistes. Les Anglais, par exemple. Donc, tout ça, c'est un mélange. C'est un mélange. Mais la franc-maçonnerie, c'est vrai, a des valeurs qui doivent être universelles. Mais surtout, ce sont des valeurs occidentales, il faut quand même bien le reconnaître. Quand vous avez des loges en Thaïlande, vous n'avez pas un Thaïlandais, vous avez que des Américains, des expatriés, etc. Et nous avons une loge au Japon, où je ne pense pas qu'on ait déjà ici un Japonais. Je ne pense pas d'ailleurs. Enfin, j'en suis même à peu près sûr, je regarde Michel, mais je crois pas. Donc, effectivement, nous sommes internationaux. Mais nous avons, dans certains pays, des loges avec des membres de ce pays, parce qu'il y a une culture occidentale développée, y compris par exemple au Moyen-Orient, ou dans d'autres pays en Afrique, etc. Il y a des cultures qui sont liées aussi à l'ancienne colonisation, des valeurs qui ont été transmises, mais avec des pratiques très différentes. En revanche, dans d'autres civilisations beaucoup plus éloignées de l'Occident, je pense notamment à l'Asie, c'est pas simplement parce qu'il y a des dictateurs en Chine qu'il n'y a pas de franc-maçonnerie. C'est parce qu'en Chine, la franc-maçonnerie, non, ça leur dit rien. Voilà, c'est. Et les rares loges qui ont été à l'époque en Chine, au Vietnam, etc., qui ont été développées à l'époque coloniale, où la Chine était vraiment sous dépendance occidentale pour certains, c'était surtout des loges, effectivement, d'occidentaux, de marchands occidentaux, etc. On initiait relativement peu les groupes. Ça montre bien aussi que c'est aussi une démarche très occidentale, malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sociétés de pensée au Japon, mais qui sont très différentes de la franc-maçonnerie, telle que nous, on peut la penser. Merci. Est-ce que Thierry, oui, alors, je suis à parler de valeurs spécifiques à la maçonnerie. Il n'y a pas de valeurs spécifiques à la maçonnerie. Il n'y en a pas. En fait, quand vous arrivez dans une loge, vous avez été initié, on va vous inviter à donner de la dimension à ces valeurs. Vous arrivez avec votre propre vécu, et vous allez, et je voulais
réaffirmer la force dans une loge quand on travaille avec des femmes, des hommes d'âge différents. Intergénérationnel, c'est important. Il y a un maître mot en maçonnerie, c'est la transmission. On transmet beaucoup de choses. Transmission, elle est fondamentale. Et donc, vous arrivez avec vos valeurs, et vous allez vous retrouver dans un groupe humain où, sur des thématiques, vous allez apporter votre éclairage sur la thématique. Alors, on pourrait faire un exercice, si vous voulez, et je pourrais vous indiquer, vous demander qu'est-ce qu'évoque pour vous ce lustre. Et on va faire un tour, du premier jusqu'à la dernière personne qui est ici, et à la fin de chaque prise de parole, à la fin quand on a pris la parole, vous serez tous enrichis un petit peu de quelque chose. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a parlé de ce lustre, parce que c'est un maître verrier, et qui va vous faire une dissertation sur le verre. Quelqu'un qui est électricien va vous dire, mais sur la partie électrique, voici. Quelqu'un qui est dans la conception du travail des métaux va parler, etc. Quelqu'un va dire, mais pour moi, il n'y a que 30% d'éclairage sur ce lustre. D'autres vont parler de la partie éteinte. Et au fil du temps, on va tous s'enrichir sur le symbole de ce lustre. Et bien, dans une tenue, quand une thématique est abordée, vous avez un conférencier qui va s'exprimer pendant 15 à 20 minutes, et ensuite la parole circule. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand vous allez vous exprimer, vous ne parlez pas au conférencier, mais vous vous adressez au président. Donc il n'y a pas d'échange direct avec le conférencier. Et vous apportez soit un supplément d'âme, si je puis dire, à ce qui a été produit et entendu, soit vous posez des questions. Et au fil du temps, vous allez tout simplement vous enrichir sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan de la relation à l'autre. Parce qu'il y a des fois où vous ne prendrez pas la parole, mais ces moments de silence, ces pauses-là, elles sont importantes aussi. Et quand tout à l'heure on vous l'a indiqué, on n'est pas coupé du monde, on n'est pas hors du monde. Bon, je parle en Grange de France, nos rituels nous permettent de sacraliser pendant l'espace d'une tenue un temple, mais on pourrait sacraliser cet espace, on pourrait sacraliser l'espace extérieur, parce que c'est le rituel qui nous met en, comme quand on va à l'église et qu'il y a une forme de rituel d'ouverture et de fermeture de la messe. Et cet échange-là, au fil des années, il vous nourrit, à tel point que quand on arrive aux vacances estivales, bien souvent, les frères disent, tiens, 2 mois et demi, des fois c'est trop long, cette fraternité nous manque, cette réelle fraternité d'homme, avec un grand H. Et donc c'est des choses que on ne peut pas vous expliquer. Vous prenez 2 adolescents. Un adolescent voit son ami le lendemain en disant, écoute, j'ai fait l'amour pour la première fois cette nuit. Il pourra tout exprimer, il pourra lui décrire dans les détails les plus infimes ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Mais celui qui ne l'a pas fait ne pourra pas comprendre la totalité du message. La maçonnerie, vous aurez l'occasion de lire tout ce que vous souhaiterez lire. Les rituels, tous les rituels sont à disposition sur la toile. Mais tant que vous n'aurez pas vécu l'initiation, vous ne pourrez pas comprendre l'intégralité de ce message. Et ce message, c'est quoi? C'est une forme de souffle. De souffle. Et aujourd'hui, notre monde a besoin de souffle. D'un souffle. Et je pense que les maçonnes et les maçons font partie aujourd'hui de ces personnes qui ont peut-être une capacité, pour certains en tout cas, d'être une forme de... On n'a pas vocation à éblouir, mais on a vocation à éclairer. Voilà. Merci. Je crois que juste avant qu'on se sépare et qu'on fasse un petit peu de conclusion, je crois qu'on n'a pas tout à fait répondu à la question de monsieur s'il y avait des différences sur l'euthanasie entre les différentes obédiences. Je crois que vous avez travaillé dessus. Bon, alors, pour
vous dire pour la Grande Loge de France, la Grande Loge de France a été la seule obédience qui n'a pas répondu immédiatement aux parlementaires. Parce que, en ma qualité de grand maître, je suis un sur 31 000 membres et que je ne voulais pas engager mon obédience sur une réponse. Par contre, ce que j'ai souhaité, c'était poser une question à l'ensemble des frères de la Grande Loge de France qui ont travaillé autour de ces 3 questions et qui ont produit donc ce livre blanc. Cette année, j'ai proposé aux frères de la Grande Loge de France de travailler sur l'intelligence artificielle. Parce que là aussi, c'est un sujet qui est important. Et pour finir, dernière année, ce sera un sujet qui va tourner autour donc, de la planète. Mais tous ces sujets-là, ce ne sont pas des sujets du plan de société. Les 3 points communs de ces sujets, c'est quoi? C'est que nous mettons l'humain au centre de la réflexion. Donc bien sûr que les obédiences ont sûrement des visions peut-être un petit peu différentes sur la question, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'apporter un éclairage aux questions qui sont posées. Je dis bien un éclairage. Voilà. Le dernier point que je voudrais préciser, si vous permettez. Tout à l'heure, il a été la question de savoir s'il y avait une culture de résultat. Non, il n'y a pas de culture de résultat, mais il y a une culture de moyens. Il faut se donner les moyens de progresser. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une démarche initiatique, quand on rentre en maçonnerie, il y a beaucoup de travail qui vous sera demandé. Un travail personnel qui est important. Si vous venez en maçonnerie pour inscrire sur une carte de visite votre appartenance à une obédience, ce n'est pas la bonne démarche. Par contre, si votre démarche est sincère parce que vous avez le souhait d'essayer de vous perfectionner avec un groupe humain qui prend le temps d'échanger, vous êtes en tout cas sur la bonne. Mais il n'y a pas de culture de résultat que pour soi-même. Voilà. Et vous voyez, quand on fait un passage sur le bandeau, bien souvent la question qui est posée, mais bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous a fait venir chez nous ce soir? Et vous savez souvent qu'est-ce que nous entendons sur le bandeau? Mais voyez-vous monsieur, j'ai été attiré par l'attitude de quelqu'un, une femme, un homme, par son comportement. Son comportement qui était un petit peu différent. Un comportement qui avait de l'éthique, qui avait, je dirais, du respect de l'autre, qui avait de l'écoute de l'autre. Mais voyez-vous, c'est ça aussi le résultat. Ce résultat, ce n'est pas quelque chose que nous mettons en avant, c'est quelque chose que nous portons en nous, parce que cette méthodologie qui nous est proposée nous permet aussi d'être à l'écoute des autres, à l'écoute du monde. Je dis ça. Juste une phrase pour rebondir. Il y a une de nos pionnières, qui a été une fondatrice de notre obédience, qui disait « Qui sommes-nous ? Nous sommes des femmes ordinaires, mais avec une exigence en plus. » Un petit mot de conclusion. Oui, un petit mot de conclusion. Être maçon ou être maçon, c'est une façon de vivre, c'est un chemin de vie. C'est agir plutôt que réagir. Dans cette société qui manque de repères et qui offre l'illusion de la satisfaction, nous pouvons et nous devons avoir un rendez-vous avec notre propre histoire. La franc-maçonnerie, c'est tracer des plans. On est issu des bâtisseurs. C'est une école de pensée, d'action, qui s'appuie sur une tradition qui a été transmise à travers le temps, car nous sommes des veilleuses du passé, des bâtisseuses du présent et des architectes de l'avenir. C'est un idéal à mettre en œuvre pour devenir des femmes libres, architectes de demain. Et ça peut se conjuguer au masculin. Sylvain Zéline, quelques mots de conclusion. Oui, alors pour conclure, je dirais simplement, engagez-vous. Engagez-vous pour changer le monde d'une autre façon. René Char disait, celui qui vient au monde pour ne rien changer ne mérite pas de vivre. Bien, je crois effectivement que les maçons sont là aussi pour se changer, pour changer le monde. C'est une démarche très personnelle, et qui se vit avec les autres et dans le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est une démarche de réflexion qui n'est pas hors du monde, et qui est dans le monde, et qui cherche aussi à rompre avec les vicissitudes de ce monde, à rompre avec la vitesse,
avec l'injonction de répondre à des questions qui n'ont aucun intérêt, à sortir du faux débat et essayer aussi, et bien de réfléchir ensemble. Ça, c'est effectivement une démarche que vous avez en franc-maçonnerie. Et si vous êtes à la recherche, non pas simplement de vous-même, mais aussi peut-être d'un autre univers, d'autres personnes, ben vous pouvez frapper. On vous ouvrira, peut-être ou pas. Une autre conclusion, Thierry? Oui, alors moi je vais me permettre de donner la parole à deux jeunes de la Grange de France que j'avais sollicités pour qu'ils nous parlent de leur début. Et voici ce que dit Jean-Manuel. Depuis mon adolescence, j'ai milité dans des mouvements d'éducation populaire, prenant appui sur l'engagement altruiste. École riche d'enseignements, mais qui canalise l'esprit vers des vérités partagées par le groupe, donc vers des représentations erronées, terreau des préjugés et des certitudes. La franc-maçonnerie m'a ouvert à d'autres représentations, d'autres vérités, d'autres certitudes portées par des frères que l'on écoute sans juger, sans contredire. Ici, la parole est libre et respectée. Alors on commence à réaliser véritablement, réaliser dans le sens de prendre conscience par soi-même et réaliser dans le sens de rendre réelle l'initiation. L'initiation, pour moi, n'a d'autre but que de permettre à chacun de se réaliser pleinement en toute liberté par une démarche spirituelle individuelle vécue dans un cadre collectif. Et enfin, pour Jean-Jacques, la franc-maçonnerie est une rencontre, d'abord une rencontre avec soi-même, puisqu'elle offre l'occasion et le moyen de se connaître, de se comprendre et de se perfectionner, de se rapprocher de l'homme accompli que l'on pressent en soi. Puis, la rencontre avec l'autre, qui nous enrichissent de leurs différences, quelles qu'elles soient. C'est une expérience humaine incomparable et qui n'a pas de fin. Et Jean-Jacques. Merci, je crois que nous allons pouvoir remercier ces grands maîtres de s'être prêtés et d'avoir répondu avec une très grande ouverture et transparence à nos questions. Nous voyons qu'il y a une grande diversité et à la fois des choses qui nous rassemblent dans cette à la fois quête de chacun, mais pas seulement, une amélioration des uns et des autres ensemble. J'ai trouvé beaucoup ensemble et vous avez parlé aussi, je crois, d'engagement. Donc merci infiniment de nous avoir éclairés et donc bonne soirée à tous, merci à toutes et à tous. Je crois qu'on peut encore avoir plein de questions, mais il y a les sites, je crois que les sites ont été donnés. Vous pouvez aussi retrouver Georges Froidpoint dans des cafés maçonniques. Merci à vous trois d'avoir fait le chemin jusque chez nous. Merci infiniment. Merci.